Le face-à-face. Et sur ces entrefaites, place à l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Daniel Sibony, philosophe, écrivain, psychanalyste et auteur de ce livre, notamment Un amour radical, croyances et identité. C'est publié chez Odile Jacob. Bonjour Daniel Sibony. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. On se reçoit évidemment de confiné à confiné, mais vous êtes quelqu'un, vous avez depuis des décennies écrit en matière de philosophie, en matière de sagesse, en matière de beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Clinique. Vous êtes écrivain. Pardon ? En matière de clinique. De clinique aussi, puisque vous êtes psychanalyste, absolument. Voilà, absolument. Et puis, pas seulement ça, vous êtes écrivain. Et justement, on va parler de votre livre. Mais je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur ce confinement, sur cette espèce de quelque chose qui nous arrive, sur lequel on n'a aucune prise. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le décryptez, comment vous l'analysez. Mais, écoutez, d'abord, c'est un événement. Même s'il y a toujours eu des épidémies au fil de l'histoire, celle-ci se présente, on doit le dire, de façon unique. Pour la première fois, on a cette dimension planétaire et qui est assez énorme. Et moi, en tant que psychanalyste, vous savez que la déformation professionnelle, c'est de se demander, comme dans un accident, et non pas forcément qui est le responsable, parce qu'on sait qu'il y a eu une mutation dans un marché un peu sale de Wuhan et que ça a été transporté. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce que ça révèle ? Qu'est-ce que ça révèle ? Qu'est-ce que ça révèle ? Oui, qu'est-ce que ça révèle, justement ? Ça révèle, je ne sais pas, on peut prendre 36 choses et c'est chaque fois passionnant. J'entends le président dire on est en guerre, 5 fois et on n'est pas du tout prêt à faire cette guerre. Ça m'a fait penser à la guerre de 70 où Napoléon... Le 3 est parti sûr de gagner, sans doute en vertu de son nom glorieux, et ça a été Sedan. Or là, en rangeant les papiers, et là, puisqu'on a le temps de ranger, je suis tombé sur un tract d'un mouvement d'agitation en milieu hospitalier de 2010 qui protestait contre la suppression prévu de 4000 postes dans les hôpitaux pour 2012, tenez-vous bien. Donc ça a déjà été acté, peut-être encore plus acté, de sorte que non seulement l'insuffisance en personnel, mais surtout l'imprévision, la fermeture, le manque de moyens. Quand on pense que la Corée du Sud, on est moins que la Corée du Sud au point de vue proximité, dépistage et tout. Proximité avec le peuple, au point de vue présence, eux, ils ont de quoi tester, de quoi classer, C'est le côté indifférencié et donc en effet un peu médiéval qu'on doit supporter, certes, pas question de le contester en pointant l'archaïsme, mais on peut se questionner sur pourquoi ça en arrive là. Autre chose, moi je trouve que c'est du fait que c'est planétaire, ça invite instamment et que c'est global, que ça invite instamment à questionner la globalisation. Non pas forcément à la mettre en cause comme ça, comme une espèce de mauvaise sorcière, mais à questionner ce qu'on fait passer sous son nom, sous son titre, comme si c'était une entité intouchable. Et là, je constate que ça s'est passé à Wuhan. D'accord, il fallait un État totalitaire pour prendre les gens au corps et les confiner.
Mais quand on a expliqué aux gens ici que c'était important de ne pas se toucher, on leur a donné un mode d'emploi, etc. Mais c'est pas possible que les gens traduisent ça avec la rigueur voulue. C'est un discours sur leur corps, mais les gens ne pensent pas en termes de corps, les paroles même qu'ils portent sur leur corps, de sorte que on leur a pas dit qu'ils étaient en examen pendant 15 jours, 3 semaines, et qu'on allait ramasser les copies, et que s'il y a des mauvaises copies, c'est tout le pays qui est recalé. On n'a pas... C'est très juste. On les a assignés à résidence sans leur expliquer. Daniel Sibony, vous restez avec nous. Après ceci, on se retrouve dans quelques minutes. Et je rappelle que vous continuez à commenter sur le Facebook Live de Sud Radio. Vous continuez à nous appeler. On vous donne la parole dans un quart d'heure à peu près, juste après les informations, en compagnie d'André Berkoff au 0826 300 300. Tout de suite sur Sud Radio. Oui, et nous sommes toujours, je suis ravi d'être avec Daniel Sibony, qui est psychanalyste, qui est philosophe et écrivain. Et nous parlons justement de ce sentiment, Daniel Sibony aussi. Je voudrais parler de ça. Ce dont vous avez parlé très très bien. Vous avez dit, effectivement, on leur dit, allez, donnez les copies, vous avez intérêt à bien rendre les copies. Mais ce sentiment d'enfermement, le psychanalyste que vous êtes, écrivain que vous êtes, qu'est-ce que ça peut donner si ça se prolonge, et tout indique que ça va se prolonger? Vous savez, le confinement en soi n'est pas dramatique, c'est la dévastation de la vie économique et sociale. C'est le fait que ça va coûter. Et vous le savez, la Banque européenne a débloqué 750 milliards pour amoindrir un peu les dégâts. Mais si cette somme avait été donnée pour que les gens s'autonomisent un peu dans leur production et soient moins dépendants par exemple, cette histoire montre à quel point un truc qui se passe au cœur de la Chine, il rayonne sur toute la planète. Mais ça, c'est le symbole du fait que les produits viennent de Chine. Je ne veux pas dire qu'ils l'ont fait exprès du tout. Je dis ça, c'est le symbole du fait que on est tous tributaires, depuis la chaussette jusqu'au smartphone, depuis l'objet banal jusqu'à l'objet high-tech de la Chine. Est-ce que c'est notre destin? Est-ce que c'est le destin du monde d'être à ce point dépendant de la Chine? Voilà une des questions, et une des questions qui me passe par la tête. Il y en a des dizaines. Y compris Daniel Sibony, y compris les médicaments, comme vous le savez. La Chine est la pharmacie du monde. Bien sûr. Pourquoi alors que je pense en effet, comme certains médecins, pour en avoir pris du Plaquenil, vous savez, de la Nivaquine, et chloroquine. Que c'est plutôt bon et que c'est un truc. Pourquoi on n'en trouve pas? Pourquoi la pénurie des médicaments nous renvoie à la Chine? Moi, je pense que qu'il faudra qu'ils mettent le double des 750 milliards pour réparer un peu les dégâts, et que s'ils avaient mis la moitié de cette somme pour soutenir les productions ici et nous autonomiser, il y aurait une mondialisation, mais peut-être plus douce, plus raisonnable que cette dépendance où on est en train de tirer la langue pour que nos bons amis chinois veuillent bien mettre dessus un comprimé. C'est très étrange. Il y a évidemment, il y a eu une autre illustration avec cette crise, une autre illustration. Moi, j'aurais rêvé que les démocraties occidentales aient pris la mesure exacte des choses. Or, elles en avaient les moyens.
s'il n'y avait pas du foutisme ou des querelles de clans, et que le peuple, en toute liberté, ait pris les mesures, qu'on ait testé les gens, etc. Bref, qu'on ait fait face de manière démocratique et pas totalitaire. Bien sûr, une démocratie est capable aussi d'être totalitaire envers elle-même quand il s'agit de questions extrêmes, comme c'est le cas. Mais c'est quand même un petit peu regrettable. Oui, ce qui est regrettable surtout, et ça, est-ce que c'est l'apanage des démocraties? On n'espère que pas, qu'elles tergiversent à ce point, qu'elles soient incapables de prévoyance à ce point, qu'elles soient incapables de justement d'identifier, de mettre les mots MOTS sur les mots MAUX et de savoir ce dont on parle. Vous avez écouté dans toute l'émission, on a vu cette espèce d'extraordinaire attente. Vous savez qu'aujourd'hui encore, je ne dis pas la chloroquine, je ne sais pas, on est en train d'examiner, on voit ce qui se passe pour les masques, on voit ce qui se passe pour les respirateurs, on voit ce qui se passe pour les lits, etc., etc. Mais Daniel Sibony, juste un mot, je voudrais, malheureusement on n'a pas le temps, il faudrait des heures pour qu'on parle ensemble, mais je voudrais qu'on parle de Un amour radical de croyance identité que vous avez publié chez Odile Jacob. Je vous signale que c'est mon avant-dernier livre parce que je me suis reposé ensuite un petit peu de ces questions d'islam, etc., en écrivant un livre sur le cœur. Donc le dernier livre actuellement en vente, si je puis dire, s'appelle Un cœur nouveau. Et il porte mais parlons du cœur, et parlons de cela, parce que c'est vrai que c'est important. Un amour radical aussi, oui. Voilà, et un amour radical. Non, juste un mot là-dessus, sur l'identité de croyance, d'ailleurs, on en reparlera ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez que ce qu'on vit aujourd'hui, je dis bien peu, c'est pas, j'espère, un vœu pieux, redonner un peu sa chance au cœur, parce qu'on est tellement, comme vous avez dit, dans la marchandisation du monde, dans la course à vous savez, à l'acquisition quelle qu'elle soit. Est-ce que le cœur a ses raisons que la raison peut encore accepter? Vous savez, je vais vous dire, un jour il y avait eu à Chypre un tremblement de terre. Et vous savez que là-bas, les Grecs et les Turcs s'entre-détestent copieusement. Certes. Et c'est en ramassant les boulis, les pans d'immeubles, etc., bref, en déblayant ensemble, qu'ils se sont aperçus qu'ils ne se haïssaient plus. En travaillant ensemble à une cause qui n'est pas en rapport avec l'un et l'autre, mais qui vient d'ailleurs, qui tombe du ciel, si je puis dire. En tout cas, pour faire ensemble un travail d'urgence et qui est bon pour l'un et l'autre, c'est clair que ça apaise. Malheureusement, on ne peut pas se mettre, des adversaires ou des ennemis ne peuvent pas se retrouver chaque fois en situation dramatique comme celle-ci pour pouvoir se rappeler qu'ils sont frères, qu'ils sont humains sur une même planète, qu'avec un peu d'intelligence du cœur et pas seulement avec des arguments, avec un cœur plus ouvert sur la raison et une raison plus habitée par les sentiments, les affects, les sensations, qu'on avancerait des choses, mais il ne faut pas rêver. Après l'entracte consacré à la catastrophe, et au fait que des solidarités profondes s'expriment de toutes parts, il faut quand même s'habituer à l'idée qu'après, les joueurs se redressent, se requinquent et partent à l'attaque une fois de plus. Et retrouvent leur péché mignon ou leur péché mortel. C'est ça qui est assez terrible. Retrouvent le problème qui est de se partager le possible, alors que du possible, il y en a à l'infini. Moi, je dis que l'être, c'est l'infini des possibles. Si on l'appelle Dieu, il y a vraiment de la place.
Les gens n'ont pas besoin de se disputer une part de Dieu qui serait plus forte que l'autre. Voilà, c'est comme se disputer l'atmosphère. Il y en a pour tout le monde. Et si elle est un peu toxique, elle le sera pour tout le monde. Donc, mais c'est comme ça. Le partage implique la jalousie, implique des rivalités, des haines qui deviennent incrustées et qui deviennent meurtrières et qui réapprennent au fil des générations à vivre ensemble. Et pour venir à ce livre que j'ai écrit, que j'ai appelé d'un titre un peu provoquant, Un amour radical, c'est une analyse du terrorisme islamiste, et une analyse qui tranche avec les discours ambiants, habituels. Pourquoi ? Parce que j'y montre que les terroristes ou les djihadistes ou les extrémistes potentiellement violents, c'est pas des gens mauvais en soi et méchants en soi, etc. Ce sont des vrais croyants qui sont convaincus de mettre en acte les demandes les plus audacieuses de leurs textes sacrés, qui en effet les appellent à combattre l'infidèle, qui leur explique que si le monde va mal, c'est à cause des infidèles, en l'occurrence des juifs et des chrétiens, et que donc c'est par amour pour leurs racines, par amour radical pour leur identité, qu'ils partent en guerre et qu'ils commettent ces horreurs. Ce n'est pas par une espèce de nihilisme, ce sont des gens qui n'aiment pas spécialement la mort, sauf quand elle sert à tuer des ennemis. La mort pour eux-mêmes tout seuls, ça ne leur convient pas. J'ai entendu une blague liée au confinement. Tout le monde est confiné au Proche-Orient, en Israël, en Palestine, tout ça. Et un Palestinien, donc, se fait exploser tout seul chez lui. Ça, c'est une blague. Ça n'existe pas. Mais merci. Daniel Sibony, restez avec nous. Nous allons accueillir les auditeurs de Sud Radio. Restez avec nous. Et juste après les informations, nous allons reprendre tout cela. Je rappelle, Daniel Sibony, que vous êtes l'auteur notamment de ces deux ouvrages. D'une part, Un amour radical, croyance et identité. Et d'autre part, le tout récent, Un cœur nouveau. Les deux sont publiés aux éditions Odile Jacob. Chose promise, chose due, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. C'est votre tour maintenant, 0826 300 300. Vous nous appelez dès maintenant. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à le faire depuis le début de l'émission et on vous donne la parole dans quelques instants, comme l'a dit André Berkoff, juste après les informations, tout de suite sur Sud Radio. Et les carottes ne sont jamais cuites, ça ne dépend que de vous. Et en attendant, effectivement, avec Daniel Sibony et avec tout le monde, avec toute l'équipe, je rappelle Jean-Marie Bordry, Clément Soudiakova, Lucille Montier, Thibaut Sadler, la Dream Team, on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Et on n'oublie pas non plus Akat Sanchez au standard de Sud Radio, parce que c'est elle qui vous répond. Absolument. Au 0826 300 300, les amis. Lorsque vous nous appelez 0826 300 300, donc tout de suite on retrouve Dominique qui nous appelle de Marseille sur Sud Radio. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour. Je ne vous appelle pas de Marseille, mais de Signan-Colombe, dans les Bouches-du-Rhône. Parce que nous avons le privilège d'être la seule commune de France, a priori, où le maire a quand même organisé le premier conseil municipal, malgré les recommandations du Premier ministre et malgré les interdictions au niveau des rassemblements. Donc, je vais vous fournir ce scoop. Il y a un maire en France qui a quand même réuni son conseil municipal, malgré les interdictions qui étaient... Est-ce que c'est pas un peu imprudent ? C'est la question à se poser. À mon avis, c'est très très imprudent. D'autant plus que parmi ce conseil municipal, il y a des gens relativement âgés. Et puis il y a aussi il y a une possibilité de propagation du virus qu'on a augmenté. Voilà, et tout ça s'est fait, je dirais, les autorités compétentes sont prévenues. Donc il reste à espérer qu'il y aura une réaction de la part de ces autorités compétentes, mais a priori, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Ouais, donc, je suis informé de cette particularité toute méridionale.
Oui, je ne sais pas si elle est seulement méridionale, mais effectivement, ça me paraît un peu haut. Il aurait pu attendre un peu, hein, c'est vrai, eu égard à ce qui se passe. Merci en tout cas, Dominique, de ce scoop. Et belle journée depuis chez vous, en tout cas, Dominique, dans les Bouches-du-Rhône. Merci à vous. Tout de suite, on remonte sur Sud Radio, toujours au 0826 300 300. On va dans les Yvelines et on retrouve Marie-Claude. Oui, bonjour Marie-Claude. Bonjour, je vous attendais. Donc, je voulais faire constater la similitude profonde avec l'affaire du sang contaminé. Donc, pour des raisons financières à l'époque, Georgina Dufoy et Fabius avaient refusé le chauffage du sang dans les transfusions sanguines, alors que c'était le seul moyen d'éradiquer le virus du sida. Et de nombreuses personnes, des milliers de personnes, ont été contaminées par ces transfusions sanguines et en payent encore les conséquences. Donc, la même chose ici. On a dit que ça venait de je ne sais où, etc. Et on a refusé les masques. Je vous signale que le mari de Agnès Buzyn a fait, donc le mari de cette dame, a fait construire par le groupe Sanofi ce grand laboratoire virologique. À Wuhan, on en a beaucoup parlé, oui, on en a parlé, oui, absolument. Le laboratoire virologique à Wuhan, qui est un laboratoire franco-chinois, qui a été fait en 2017, effectivement, Marie-Claude. Voilà, et donc on a envoyé des masques là-bas, alors qu'on aurait pu en avoir ici. Maintenant on manque de masques. Eh bien pour le sang contaminé, c'est ce qui s'est passé. On a raconté des histoires et voilà. Et les gens, il y a des gens qui payent encore l'affaire du sang contaminé, et je crains qu'il y ait des gens qui payent encore l'affaire donc de ce virus corona et tout, parce que pour une question uniquement argent, financière, uniquement pour ça. Donc, on n'a pas tenu compte des avis de scientifiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'imprévoyance quand même assez remarquable, parce que vous savez qu'en 2013, vous savez qu'il y avait en 2010, il y avait 1 milliard de masques disponibles. On avait prévu des pandémies puisqu'il y avait eu la grippe aviaire, il y avait eu la H1N1, voilà. H1N1, voilà, exactement. Et en fait, effectivement, en 2013, il avait été décidé de ne plus renouveler les masques. Mais on peut faire effectivement la comparaison. Il y a là quelque chose qui devra être en tout cas connu, où il faudra faire l'enquête, il faudra savoir ce qui se passe. Parce que effectivement, quelque chose s'est passé, des choses se sont passées qui ne sont pas tout à fait normales, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci à vous, Marie-Claude. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. 0826 300 300. On redescend dans l'Hérault et on retrouve Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Bertrand. Alors je vais vous remémorer la mémoire. Comment on est passé d'une gestion de crise publique à une gestion de crise privée. En 76, sécheresse en France, des paysans manquent de paille, d'autres en ont trop. Il faut transporter la paille d'un côté à l'autre. Les transporteurs disent il nous faut 15 jours, 3 semaines. L'armée dit en 48 heures, moi je règle le problème. Le problème c'est réglé comme ça. 40 ans plus tard, risque de pénurie alimentaire avec la crise qu'on a là. Tout de suite, Édouard Leclerc est intervenu, privé, a dit vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Avec les transporteurs et mes distributeurs, il y aura à manger partout. Mais c'est ce monsieur Leclerc qui s'est érigé en général, le privé, et qui règle le problème. Les masques, c'est pareil, pénurie de masques. L'ordre des médecins contacte le MEDEF qui dit moi avec mes entreprises, on va faire des masques. Mais c'est le président du MEDEF qui s'est mis en général. Vous voyez, c'est le privé qui gère tout ça. Le public, les fonctionnaires, ils sont où là? Nos 600 fonctionnaires payés plus que le président de la République, ils sont où? Ils sont nulle part, ils sont dans la campagne, ils sont confinés, ils sont incapables de quoi? L'administration française ne sert à rien. Heureusement qu'on a dans le privé des patrons responsables et qui connaissent leur travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Non, mais écoutez, c'est un point de vue. J'en ai parlé aujourd'hui dans l'émission. Effectivement, heureusement que le privé est là aussi, mais le public. D'ailleurs, la question qu'il faut se poser, étant donné que 60%, nous payons 60% d'impôts, 60% du PIB va aux prélèvements généraux. Où va l'argent? Effectivement, où va l'argent? C'est une vraie question à se poser et nous nous la poserons. Nous la sommes déjà posée. Merci à vous, Pierre. Tout de suite, on remonte à Paris. Justement, on retrouve David sur Sud Radio 0826 300 300. Oui, bonjour David.
Bonjour Monsieur Berkoff, merci pour votre émission. Je voulais peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant, mais vous savez ce qui se passe en Israël lorsque les personnes vont au supermarché faire leurs courses, on prend leur température à l'entrée, on leur distribue du gel et des gants. À tout le monde, vous voulez dire, à tous ceux qui rentrent. Tous ceux qui vont faire leurs courses. Je trouve que qu'on pourrait le faire ici aussi. Ben, bien sûr. Pourquoi pas, mais... Ouais, et comme vous savez, on pourrait faire comme en Corée du Sud, et d'ailleurs en Israël, vous savez qu'ils ont fait des kits de dépistage, ils dépistent actuellement en Corée du Sud 25 000 personnes par jour, sinon plus. Oui. Donc ce serait peut-être pas mal qu'on fasse la même chose aussi ici en France. Encore faudrait-il avoir l'équipement. Voilà. Merci David. Comme nous, on est toujours très intelligents et qu'on est toujours en retard d'une guerre chez nous, on est plus fort que tous les autres. Et on laisse le virus se propager alors qu'il y a des mesures à prendre simples et pratiques, mais il faut au moins avoir du gel et des gants. Et ça mettre quelqu'un pour prendre la température, parce que peut-être qu'il y a des... moi je ne suis pas médecin, j'ai pas fait d'études de médecine. Non, mais vous pouvez être porteur sain, c'est ça. On peut détecter quelqu'un qui est peut-être porteur du virus sans le savoir, si on lui prend la température. Bien sûr. Bien sûr, merci David. En tout cas, c'est quelque chose vraiment, j'espère que ça va pas mettre maintenant plus de quelques heures, quelques jours à arriver. Sinon, ce serait vraiment grave par rapport à ce qui se passe chez nous, c'est clair. Et croisons les doigts en tout cas. Merci à vous David. Direction Cahors, au 0826 300 300, on retrouve Jérôme. Bonjour, oui, bonjour Jérôme. Bonjour M. Berkoff, bonjour à tout le monde. Écoutez, voilà, moi la question que je me pose, c'est si tout ça n'est pas fait exprès. Écoutez, les signes s'accumulent, on n'a pas de masque, les policiers n'ont pas de masque, ils contaminent les gens qu'ils contrôlent, etc., etc. Alors, voilà, la question c'est de se demander s'il n'y a pas un intérêt à faire tout ça. Alors, quand on regarde quelle a été la première mesure prise par le gouvernement Philippe, la toute première, imposer 11 vaccins, on peut se demander si tout ça n'est pas le but final, c'est-à-dire arriver à une obligation de vaccination pour tout le monde. Alors, pour le moment, écoutez, pour le moment, en tout cas, Jérôme, pour le moment, le vaccin n'existe pas. Enfin, on a parlé longuement de la chloroquine, mais à l'heure où je vous parle, en tout cas en France, et les autorités de santé n'ont pas... Non, le vrai problème à se poser, effectivement, et là, c'est un problème d'ailleurs qui sera résolu très vite, c'est extrêmement simple. Ou la chloroquine, ou la nivaquine, ou appelez-le comme on veut, avec l'autre médicament, vous savez, est très efficace et à ce moment-là, il sera appliqué, sauf que ce médicament est déjà dans le domaine public et donc coûte pas grand-chose. Ou alors, effectivement, on attend le vaccin, à nouveau, sauf que le vaccin nouveau, évidemment, coûtera beaucoup plus cher. Et évidemment qu'il y a la tentation du marché, c'est certain. Moi, je n'irai pas en disant ça fait exprès, parce que je pense pas vraiment ça. Ou alors, vraiment, c'est des malades mentaux, ou des criminels. Je pense pas qu'il y a eu du tout une volonté, si vous voulez, de faire cela. Maintenant, il faut reconnaître aussi les lois du marché, elles existent. Et est-ce que effectivement le choix sera entre, d'après ce que dit Raoult, là où vont les Américains, les Chinois et autres, vers un médicament qui existe déjà et c'est l'antipaludéen dont on verrait, en tout cas je parle toujours au conditionnel, l'efficacité, ou un nouveau médicament. En tout cas, écoutez, la question est posée et on le saura très vite si ça va vers l'histoire de la marchandise ou au contraire l'histoire de quelque chose qui existe. Sachant qu'il est toujours possible d'ailleurs que le virus mute et qu'on ait besoin de vaccins d'ailleurs pour les années qui viennent, ça on n'en sait rien encore, mais c'est vrai que ça fait partie des questions qui se posent. On redescend à Perpignan, on aura fait le yo-yo toute la journée avec André Berkoff sur Sud Radio. Direction Perpignan, on retrouve Mohamed sur Sud Radio. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Berkoff. Voilà, je vous appelle pour ces médicaments qui viennent de très loin, on attend longtemps pour qu'ils soient fabriqués. À un moment donné, il était question d'une coopération autour de la Méditerranée. Et pourquoi ce pacte méditerranéen, on ne le remettrait pas au goût du jour? Voilà, avoir des médicaments fabriqués
autour, et puis bon, ça permettrait déjà d'avoir du travail, peut-être une immigration moins importante, une vraie coopération, au lieu d'attendre d'avoir quelque chose du bout du monde. Alors, où il en est ce projet et pourquoi on peut pas le faire, on ne veut pas le faire. Alors écoutez, je crois que quand même il y a un élément de réponse, Mohamed, c'est que regardez, la chloroquine actuellement, elle est en partie, le laboratoire Sanofi la fabrique, mais elle la fabrique où? À Casablanca. Donc vous avez déjà aujourd'hui une très grosse production de chloroquine, puisqu'on a parlé de la chloroquine comme étant un médicament qui peut jouer, eh ben il est fabriqué, il est produit au Maroc et il donne du travail en tout cas à un certain nombre de personnes, de citoyens et d'hommes et de femmes marocains. Donc effectivement, ça existe, ça pourrait aller plus loin, mais je veux dire, ça existe déjà, quoi, ce qui est clair. Ouais, mais c'est un petit peu tout ce peuple autour de la Méditerranée, pourquoi il n'y aurait pas d'échange de brevets, déjà l'immigration sera peut-être un peu plus limitée, et puis bon, de faire vivre un petit peu tous ces pays qui sont autour de la Méditerranée, et je pense que ça peut être une solution aussi. Regardez les masques, à une époque, il y avait pas mal de tissus qu'on faisait en Tunisie, tout ça, pourquoi on n'aurait pas pu fabriquer ces masques en Tunisie? Ça aurait été très rapide. Juste à côté, il n'y a pas de problème de pollution, de transport. Je pense que ça peut être une chance d'ouvrir ce dossier, de dire, voilà, quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une très bonne idée et je trouve que c'est effectivement non seulement une chance, mais je vais vous dire, le problème qu'on a eu ici, c'est terrible. Même en France, parler que de la France, on a complètement démantibulé l'industrie textile. Imaginez aujourd'hui si on avait l'industrie textile qu'on avait il y a encore 50 ans pour fabriquer des masques. On va être en économie de guerre. D'abord, effectivement, en France, on a tout délocalisé, enfin beaucoup de choses, et c'est dommage. On le voit pour les médicaments et on le voit pour le reste. Et en tout cas, je suis d'accord avec vous dans un autre temps, mais en même temps, d'ailleurs, ce n'est pas du tout contradictoire qu'effectivement, un certain nombre de choses pourraient être faites en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en tout cas dans le bassin méditerranéen, et pourraient nous servir. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et on devrait le faire. Merci à vous, en tout cas, Mohamed, de nous avoir appelé depuis Perpignan au 0826 300 300. André Berkoff, on remercie également notre invité qui est intervenu sur Sud Radio, Daniel Sibony, auteur notamment de ce livre qui vient de paraître, Un cœur nouveau. C'est publié aux éditions Odile Jacob. On peut vous recommander également cet autre ouvrage précédent, Un amour radical, croyance et identité. Pareil, publié aux éditions d'Odile Jacob et recommandé, comme vous l'entendez, par André Berkoff. Merci à vous, Daniel Sibony, d'être intervenu sur Sud Radio aujourd'hui. Merci à vous, André Berkoff. On se retrouve demain, toujours confiné? À demain. Tiens, j'avais une question à vous poser d'ailleurs. Le jour où le confinement sera levé, quelle est la première chose que vous aurez envie de faire? Eh bien, une gigantesque fête bien arrosée à Sud Radio, avec tout le monde. Nous allons réunir tout le monde. D'ailleurs, les auditeurs qui sont à Paris viendront. Nous allons fermer le quai Kennedy et nous allons faire une gigantesque fête. Parce qu'il est temps de se retrouver et de se rassembler. On s'est tous fait la même idée. La fête. On s'est tous fait la même réflexion. Alors après, vous avez quand même entendu, les amis, l'employé du mois. Dès qu'il est plus confiné, où est-ce qu'il veut retourner? Au bureau. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Non, autour du bureau. Voilà. Autour du bureau. Avec tout ce qu'il faut comme champagne, vin, spiritueux et puis soda et puis boisson et puis évidemment le micro. Absolument, pour continuer. Parlons vrai sur Sud Radio, même si c'est avec modération. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, eh bien, tiens, c'est presque l'heure d'arriver au dessert. Si vous attaquez le déjeuner, eh bien, place à Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit son invité, Philippe Conticini. Belle journée à vous sur Sud Radio.